La haine fait vendre. La misogynie fait vendre. On est dans une société où c'est toléré. Toutes les chaînes de télévision se méfient de l'investigation. Dans les groupes privés, comme celui de Vincent Bolloré, on l'a tué depuis longtemps. Dans l'audiovisuel public, on réfléchit à 2 fois avant d'égratigner l'exécutif. Aujourd'hui, pour mettre en lumière cette domestication des médias, on est obligé de faire appel à vous. Il existe en France un animateur célèbre qui accueille certains de ses invités avec exigence, voire sans concession. Maxime Nicole, un des fondateurs du mouvement des Gilets jaunes, vous êtes de plus en plus virulent et je préfère vous dire les choses parce que voilà, moi je l'ai dit toujours, j'ai été déçu par certaines déclarations que vous avez faites. Arrête de te la raconter, élu, je m'en bats les couilles, tu sois élu, moi. Mais t'es responsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse, si tu vas me parler mal, tu crois que j'ai peur de toi ou quoi? L'extrême gauche est devenue extrême droite. Non, mais ce sont les deux faces. En fait, je dis ce que je veux. Je suis pas d'accord avec vous là-dessus. On a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière vous, je vous dis qu'il y a des personnes qui vous influencent et qui essaient d'extorquer des fonds à Koé. D'autres invités, en revanche, sont reçus avec bienveillance. J'ai fait des rigolades avec toi. Mais vraiment, des pleurs de rire. Moi, je me souviens d'un truc qu'on avait fait à la radio. Ça va, mon Rocco. Merci d'être là. La Rocco, c'est Freddy en vrai, putain. Ah ouais, c'est bon, Rocco, on s'est dit en vrai. C'est un businessman incroyable. C'est un mec, c'est un cerveau. Ça s'est bien passé d'ailleurs, ton départ de Canal+, je sais, c'est... T'étais triste quand même, parce que Ah oui, ouais, bien sûr. je suis toujours triste. Hein, Moi, je pensais à vous la dernière fois. Ah, c'est gentil. Bah non, mais ce que je me disais, Eric, franchement, vous aviez une vie formidable. Vous cartonniez sur CNews, Figaro. Lélie. Allez, il est avec nous ce soir. C'est le premier invité. Ne touche pas à vos postes en direct. Merci, merci, Gérard, merci. Gérard Depardieu, qu'est-ce que Point commun de Depardieu, Koé, Sifredi, Ménès ou Zemmour, tous sont accusés de violences sexuelles, voire de viol. Y aurait-il dans le groupe Canal+, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré depuis 2015, une tolérance particulière à l'égard des agresseurs sexuels? C'est parti. Voilà, oui. Oui. En 2014, par exemple, Hanouna avait poussé Kev Adams à embrasser un max de spectatrices sur la bouche, sans leur accord. Non, sur la bouche, sur la bouche, sur la bouche, sur la bouche, oui. Les filles, on a dit les filles. Oh là là, oui, c'est bon, bravo. Une séquence loin d'être anodine pour cette avocate spécialisée dans les violences sexuelles. Quel est l'intérêt de proposer ce jeu ? Ce qu'on voit sur les images de la contrainte physique, il y en a une qui est attrapée par le visage avec la main, donc c'est-à-dire qu'elle ne peut absolument pas se dégager de l'emprise qui a été imposée sur elle, et les autres, c'est par surprise. Donc en fait, qu'est-ce qu'on crée en fait quand on met en scène quelque chose de cette nature? On dit, voilà, sur le plateau de TPMP, il est possible de commettre des infractions pénales en toute impunité contre les femmes. Voilà, je suis plutôt très sportif et super bien monté. Je cherche relation courte ou longue selon le feeling. Bisexuel, je vous invite à déjeuner. Qui sait peut-être qu'après... Parfois, Hanouna s'amuse à humilier des homos. Comme ce jour de 2017 où il diffuse à l'antenne sa conversation avec un jeune gay qu'il enregistre à son insu au risque de l'humilier publiquement. Allô? 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 Oui? Qui est là? C'est par l'annonce. Oui, je sais, c'est Jean-José. Oh, salut Jean-José. Salut. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Mathieu. Mathieu? Oui, Tu fais quoi dans la vie? je suis maçon. J'aime bien les maçons. T'as une belle truelle? Tu aimes bien les outils? Oui, j'aime bien. C'est vrai? Oui, j'adore ça. Je pourrais te passer le crépi si tu veux. Avec plaisir. J'aimerais C'est bien. vrai? Oui. Qu'est-ce que, oui. Qu'est-ce que tu me ferais en langage de maçonnerie? Hanouna humilie aussi régulièrement ses chroniqueurs. Comme ce jour où il avait fait verser des nouilles dans le caleçon de Mathieu Delormeau, homo assumé et souffre-douleur du patron.
qu'on ressent, en tout cas quand on est téléspectateur, c'est que Mathieu Delormeau n'a pas le choix, en fait, parce qu'il est sous l'autorité, en fait, de Cyril Hanouna, c'est son employeur, hein, puisqu'on apprend effectivement qu'ils sont rémunérés. Et je pense que c'est pas un hasard. C'est-à-dire que je pense qu'il y a clairement la volonté de mettre en image, regardez, ces gens, en fait, comme je les paye, je peux faire ce que je veux avec. C'est un peu, en d'autres termes, les ressorts aussi de ce qui se passe dans la prostitution. Je te paye, j'exerce un pouvoir sur toi, et en échange de cet argent, je t'avilie. Et fin 2014, Hanouna avait été encore plus loin avec un autre chroniqueur, plus jeune et moins expérimenté, Bertrand Chameroy, ici à gauche. Témoin des faits, une collaboratrice d'Hanouna qui a souhaité conserver l'anonymat raconte. À l'époque, il y a Cali Combal et Bertrand Chameroy. Cali Combal, le fils préféré, Bertrand Chameroy, Brutus. Et là, chez Hanouna, il a une bonne farce à faire. Sa bonne farce, elle est simple. Il a trouvé les chaussures qu'allait mettre Bertrand Chameroy pour sa chronique. Il en a pris une et il a décidé de faire une bonne blague. Il a chié dans sa chaussure. Donc il ouvre la porte des toilettes, il s'enferme et il dépose un échelon. J'ai sorti, j'ai vu tout le monde rigoler, dire non, mais non. Et il place les chaussures en bon milieu. Et quand Chameroy est arrivé pour s'habiller, pour sa chronique, il a mis les pieds dans la merde devant tout le monde. Et tout le monde a ri de bon cœur. Et ce soir-là, il est arrivé en retard à sa chronique et il a défoncé Hanouna. C'est-à-dire, je crois qu'il s'est habillé en meuf, finalement. Il a mis des talons aiguilles pour figurer le fait qu'il n'avait plus de chaussures. Et que Cyril Hanouna savait très bien pourquoi. Alors Cyril, pourquoi? Vous pouvez le dire maintenant. Pourquoi j'ai pas de basket? Pourquoi j'ai des talons? Alors, non, mais arrêtez, parce que je sais pas, il y a quelqu'un dans l'équipe qui a fait quelque chose à vos chaussures, c'est tout. Bon. Voilà, On peut le raconter. Quoi, vous voulez le raconter ce soir? On peut le raconter. Allez, on est un petit peu en retard. On est en retard. Non, on est pas... Non, mais... Sinon, je fais la version courte, mais elle est pas cool, quoi. Ah oui? Je peux la raconter en mettant les formes. Bon, franchement, est-ce que vous voulez qu'il la raconte? Oui, bah oui. Alors, juste... Non, mais franchement... Juste, Bertrand, je vous demande juste quelque chose, Oui. parce que, voilà... quand même... Non, mais il y a la présomption d'innocence. Donc, parce que je sais que vous me suspectez, mais c'est pas moi. Je ne dirai pas de nom. Voilà, Je ne sais pas qui a fait ça. La styliste m'a tanné pour que je mette une certaine marque de basket ce soir. J'enfile donc mon pied gauche dans ma basket. Et là, je sens que ça bloque. Je me dis, tiens, j'ai pas dû enlever le papier qu'on met dans les chaussures qu'on achète. Donc, j'enlève ce que je pensais être le papier. Là, je ressors ma main de la basket avec quelque chose de marron. Et après vérification, c'était de la merde. Donc, pour faire court, quelqu'un a chié dans mes chaussures. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui. Simplement. Mais donc on dit tout. Mais rassurez-vous, je le vis très bien. Mais je sais pas pourquoi vous pensez à moi. Je pense pas vous. Mais c'est-à-dire, le truc le plus humiliant, c'est pas tant d'avoir sorti mes doigts pleins de caca d'une basket. C'est que quand je suis revenu dans le couloir, il y avait 45 personnes qui rigolaient et qui devaient donc être au courant depuis une heure. Franchement, alors, je vais vous dire, vous inquiétez pas, on mènera cette On va enquête mener à bien l'enquête. et on saura qui a commis ce larcin. Très bien. D'accord. Serrons-nous donc la main. Non, merci. Merci beaucoup. Merci, À demain. Merci bien, Et ça, c'est là que moi j'ai décidé que je ne travaillerais plus que cette société de production. C'est pas une blague totale, c'est mon humiliation la plus délirante, quoi. C'est pas une blague de colonie de vacances, on est déjà dans quelque chose, et puis ici, je fais ce que je veux de toi, de ton corps, de tes affaires, de tes vêtements. Je te chie dessus si j'ai envie. Au sens premier du terme. Et en coulisses de TPMP, on se permet même parfois de tripoter des stagiaires en toute impunité. C'est ce qui est arrivé à Guillaume, devenu entre-temps influenceur sous le pseudo de Super 7. En 2022, après un stage à TPMP, il raconte dans un tweet comment il a été harcelé sexuellement par un célèbre chroniqueur de Hanouna. Il y a 2-3 ans de ça, j'ai travaillé pour une émission diffusée sur C8 et j'ai vécu des choses qu'on ne doit pas subir en tant que stagiaire ou en ayant n'importe quel statut. Les chroniqueurs et l'animateur vedette de cette émission ont assisté à ça, ont vu fréquemment ce qui se passait et ils n'ont jamais bougé le petit doigt, ils n'ont jamais réagi. Ça passait par des câlins très très proches, des mains baladeuses, des bisous dans le cou. Pourtant, je montrais bien que je voulais pas. Des fois, ils me prenaient par la taille. Je me retournais, je regardais les gens en mode « s'il vous plaît, aidez-moi » et ils rigolaient, ces gens-là rigolaient.
toutes ces personnes qui, dans cette émission, se scandalisent quand on parle d'attouchement, d'agression sexuelle, mais ce sont ces mêmes personnes qui en rigolent lorsque ce genre de choses se produit devant leurs yeux. Pour vous dire, quand il se passait ça, je rentrais chez moi, je vomissais, j'étais tout blanc, j'en tremblais, rien que de savoir que je devais retourner à Canal et recroiser cette personne. Cette personne que Super 7 ne nomme pas, c'était Mathieu Delormeau. Du harcèlement sexuel chez TPMP ? Nous contactons Lionel Stan, le patron de H2O. Pendant effectivement qu'il s'amusait, etc., il le faisait devant tout le monde et personne n'avait ressenti que ce jeune homme vivait ça comme une agression. Voilà. On a fait les choses pour en tout cas que lui puisse être bien en lui proposant, s'il avait besoin de soins ensuite derrière sur son traumatisme. D'accord. Et juste pour savoir précisément, est-ce que vous avez sanctionné Mathieu Delormeau ? Il a été sanctionné devant le grand public, parce que le jeune homme est venu et s'est exprimé et il a dit qu'il avait rencontré Mathieu, il l'a communiqué sur ses réseaux sociaux. Donc au grand public, on a expliqué à Mathieu, bien sûr, qu'on lui a expliqué qu'il était hors de question, même s'il prenait ça comme des gestes d'amitié, de faire des billes, salut, comment tu vas, ou autre, à des équipes, bien sûr qu'on lui a dit. Delormeau recadré ? C'est pas tout à fait le souvenir de Super 7. Juste après son tweet dévastateur, Hanouna l'aurait convoqué en présence de Lionel Stan. Le directeur de H2O aurait cherché à calmer le jeu avec Delormeau, que depuis l'incident, Super 7 appelle ce mec-là. Il y avait ce mec-là, Cyril et moi et Lionel Stan. Et moi je disais, tu sais que peut-être qu'il y en a qui l'acceptent, mais moi je peux pas. Genre, j'accepte pas. Je dis ça, je fais ce que t'as fait là. Si tu le fais une femme, ça va pas du tout. En fait, au début, il était en mode. Et je suis choqué, je pensais pas. Moi je fais ça comme ça, c'est pour jouer un peu avec tout le monde, voilà, nanana. Conformément au droit du travail, en tant que directeur général de H2O, Lionel Stan aurait dû protéger le stagiaire. Mais selon Super 7, il aurait laissé faire. Lionel Stan, c'est quelqu'un de très... Ouais, il s'en fout un peu de tout, il est très chill. Il m'a dit, tu sais, voilà, à mon époque, nous, on s'en foutait, des trucs comme ça. Tu sais, vraiment dans chill, quoi. Moi, j'étais en mode, non, je suis pas là-dedans. Dans l'univers toxique d'Hanouna, sous la protection du groupe Canal+, les normes de ce qui est interdit ou autorisé paraissent inversées. Avec les chroniqueuses même dérive, je te paye, donc tu vas me tripoter. Comme ce jour de 2016, avec Capucine Anave, alors compagne de Louis Sarkozy, le dernier fils de l'ancien président. Ferme tes yeux, tu dois trouver ce que c'est. Je dois lui faire toucher une partie de mon corps, elle doit trouver ce que c'est. C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais. Chez Hanouna, les femmes sont souvent mises en scène de façon particulièrement humiliante. Le 14 octobre 2016, TPMP invite l'influenceuse Soraya Rifi. Tout juste 20 ans et rêvant d'être célèbre, cette jeune sosie française de Kim Kardashian va se faire piéger par Hanouna et l'un de ses chroniqueurs qui veut absolument l'embrasser sur la bouche. Merci. Si. Elle est très emballée. Elle a dit oui. Elle a dit oui. J'ai dit non. Quoi Vraiment Pourquoi Elle a dit quoi? Non, elle a dit non. Pour quel motif, s'il vous plaît? Il y a des personnes qui me regardent et... Il y a quelqu'un qui vous regarde? Oui. On peut faire ça en coulisses. Ouais. Presque 10 ans plus tard, nous avons retrouvé Soraya Rifi. Sur le coup, j'étais énervée, parce qu'il y avait tout le monde qui me regardait à la télé. Il y avait mes parents, il y avait ma famille, il y avait mon petit ami. Je ne savais pas quoi faire, donc j'ai rien fait, j'ai rien dit. Et on le voit très bien sur le plateau que j'étais super mal à l'aise. Bon, on y va maintenant. Allez, alors un petit smack, comment? Un petit smack, juste un smack. Un smack. Oh. Oui. Merci Soraya. Merci. Après l'incident, comme souvent, Hanouna va faire mine de protéger les femmes. Non mais c'est bon, mais vous êtes un goujat de première et l'autre tu lui tapes dans la main. Voilà, Oui. Excusez-vous auprès de Soraya. Non, vous vous excusez auprès de Soraya. Je m'excuse.
Merci. Merci, voilà. Merci, voilà. Allez, c'est bon, allez, dégagez. Le jour même, la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes tweet. Même dans une émission de divertissement, quand une femme dit non, c'est non. J'ai saisi le CSA de cette agression sexuelle. Sentant que son harcèlement des femmes devient trop visible, la chaîne de Vincent Bolloré va tenter d'acheter le silence de Soraya Rifi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, la chaîne C8 m'a recontactée pour me dire de revenir sur le plateau télé, de dire que je ne déposais pas plainte, qu'il n'y avait pas mort d'homme, qu'il ne fallait pas en faire tout un plat, que ce n'était pas une agression sexuelle, en contrepartie d'un arrangement à l'amiable. Cet arrangement à l'amiable, il consistait soit un virement ou un chèque pour que je dise rien et qu'on s'arrange tous les deux comme ça, soit avoir un projet de chroniqueuse ou une place en télé. Et en fait, si vous voulez, la chaîne C8, le premier mois, elle m'appelait tous les jours pour me dire « il faut que tu postes sur les réseaux, il faut que tu dises ça sur les réseaux, il faut que tu reviennes sur le plateau, il faut que tu dises que tu déposeras pas plainte, mais t'inquiète pas, tu vas avoir une place en télé, tu auras un projet de chroniqueuse, ta vie, elle va changer, tu vas être vraiment la star que tu veux être. » Ok, j'y ai cru. Je suis retournée 3 jours après sur le plateau et c'est là où je me suis tiré clairement une balle dans le pied. 3 jours plus tard, en plateau, c'est Jean-Michel Maire qui est mis en scène comme une victime. Oh, Jean-Mi, mon cœur. Oui, c'est vrai que ça m'a blessé, je reconnais. Surtout la violence des mots. Ouais. Parce que Dieu sait que... Enfin, je crois, mes proches le savent, que je crois respecter les femmes autant que je peux. C'est vrai que le terme d'agression, ça m'a énormément choqué. Comme souvent avec Hanouna, cette émission destinée à dédouaner C8 aurait été scénarisée à l'avance. J'étais clairement manipulée. Depuis le départ, depuis ce qui s'est passé, j'étais manipulée. La chaîne m'envoyait des messages, m'appelait. Jean-Michel Maire, pareil. Il m'a envoyé des messages que j'ai publiés sur les réseaux sociaux en me disant « lorsque tu viens la deuxième fois sur le plateau de C8 en disant que tu ne déposeras pas plainte, viens me faire un câlin, viens m'embrasser, me faire un bisou pour me réconforter. » Et moi, je pensais que j'avais ma place en tant que chroniqueuse sur le plateau et que pour ça, il fallait que je dise rien et que je m'assoie un peu sur ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai fait, mais les arrangements verbaux et les arrangements sous contrat ne sont pas les mêmes. Un mois après l'incident, le CSA se contentera de mettre C8 en demeure de ne pas recommencer. Soraya, elle, finira par déposer plainte. En 2022, Jean-Michel Maire sera condamné pour agression sexuelle à une peine symbolique. Lui verser 500 € de dommages et intérêts et lui rembourser 1 500 € de frais d'avocat. En 2023, manifestement peu impressionné par ces condamnations, Hanouna en remet une couche avec cette scène, où Alex Good met une main au cul de la chroniqueuse Valérie Benaï. C'est ma copine. Ça va, chérie? Tout va bien. C'est un taré, ce mec. Non, on n'a pas compris ce qui t'avance. Donc ce qui est recherché, en réalité, c'est précisément ce qu'on voit à l'image là, c'est-à-dire une personne qui n'a pas d'autre choix que d'accepter, de collaborer et de rire de sa propre humiliation et avilissement. La première fonction de ce rire, c'est empêcher la victime de conscientiser et de réagir aussi. Et la deuxième fonction, c'est créer l'impunité pour les agresseurs face à l'ensemble de la société complice qui va finalement être tentée, elle aussi, de rire, alors que peut-être initialement, elle aurait réagi autrement. Et l'argument de l'humour et du second degré est un argument absolument classique pour légitimer le racisme, le sexisme, l'impunité et le rapport de domination. Ça veut dire, attention, faut pas faire ça. Et Hanouna n'est pas le seul animateur du groupe Canal à trouver marrantes les agressions sexuelles. En 2009, la chaîne cryptée recrute un journaliste sportif connu pour sa gouaille et son embonpoint. Pierre Ménès. Passionné de foot, il est passé par l'équipe, M6 et RTL. Je vais faire un truc super bien. Propulsé à la tête du Canal Football Club, Ménès s'entoure de jolis journalistes et multiplie les sorties sexistes. En 2011, pour la 100e de l'émission, il va aller jusqu'à embrasser de force sa collègue Isabelle Moreau.
Je mettrai un titre à double entrée. Ah, c'est important d'avoir ça a plusieurs duré entrées des dans la plombs. vie, ça se voit. 5 ans plus tard, Ménès va récidiver. Cette fois sur D8 avec la chroniqueuse Francesca Antoniotti. Irremplaçable. Irremplaçable. Excusez-moi. Il a fait un pari en loge. Vous avez fait un pari en loge? J'ai fait un pari que si elle disait c'est important d'avoir double entrée, que je l'embrassais. Donc voilà. Moi, je Ah bah écoutez, oui, alors excusez-moi, double entrée, j'avais pas fait le rapprochement. Donc irremplaçable. mais parce que t'as pas l'esprit mal tourné comme Francesca, toi. Irremplaçable parce qu'évidemment, il n'est pas remplaçable sur le terrain. À l'époque, ces agressions sexuelles en plateau font rire et boostent l'audience. Le harcèlement des femmes semblant toléré à Canal+, Pierre Ménès va aller toujours plus loin. C'est vrai qu'il faut forme Marie. Il faut faire attention. Elle est motivée, Marie, j'ai jamais vu. Ah, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il y a plusieurs formes de leader et comme le dit... Le 26 août 2016, sur le plateau du Canal Football Club, Ménès va se croire autorisé à soulever devant tout le monde la jupe de sa collègue Marie Portolano jusqu'à montrer son string. Couvert par sa direction, Ménès va continuer à agresser des femmes. En 2018, c'est carrément dans la boutique Nike des Champs-Élysées que le célèbre animateur de Canal+ va agresser sexuellement une vendeuse. Cette fois, il sera condamné à 2 mois de prison avec sursis. En 2020, toujours dans la provoque, Pierre Ménès évoque une expérience sexuelle avec des jumelles lesbiennes devant 2 jeunes youtubeurs fascinés. Non mais là on est sur le fantasme ultime quand même. Ah ouais mais c'est génial ça. Bah, déjà, 2 gonzesses, c'est un fantasme. Oui, 2 jumelles, c'est assez fou. Mais les jumelles, c'est... T'as l'impression d'être bourré, là, toi, t'as quelqu'un là. Et alors, le plus drôle, c'est qu'elles avaient... Je me souviens même de leur nom de famille, que je ne donnerai pas. Elles avaient décidé de se taper tous les géos de tennis. On était 12, elles étaient là 15 jours, fallait pas mollir. Hein. Pour ce énième dérapage sexiste, Ménès écope enfin d'un avertissement de la part de Canal+. En 2021, après 6 ans de journalisme sportif au contact de son très graveleux collègue, Marie Portolano propose à Canal un film documentaire sur les journalistes sportives. Je m'appelle Marie Portolano, je suis journaliste de sport et aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des faces cachées de mon métier. J'ai envie de lui mettre profond à cette salope. Elle a trop mangé cette pute. Elle est prête à se faire prendre par toute l'équipe, cette chienne. Mais qu'elle est conne, heureusement qu'elle est bandante. Titré « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », son film documentaire est diffusé sur Canal+, le 21 mars 2021. Mais ce jour-là, coup de théâtre. Le média indépendant, Les Jours, révèle que pour protéger Ménès, Canal+ a censuré le docu de Marie Portolano. Manifestement embarrassés, les responsables de la chaîne nommée par Vincent Bolloré ont fait couper une quinzaine de minutes de séquences évoquant des agressions sexuelles, notamment au sein du groupe Canal. Dès sa publication, le scoop des jours est repris partout. Face à la polémique, la direction de Canal+ va demander à Cyril Hanouna de lancer une contre-offensive de com' pour protéger le groupe. En bon petit soldat, le présentateur de Touche pas à mon poste s'exécute. Du service de presse. Alors, afin d'être le plus transparent possible sur cette affaire, moi j'ai eu tous les dirigeants de Canal+ aujourd'hui et je leur ai dit la meilleure chose à faire, ce serait de diffuser cette séquence dans Touche pas à mon poste ce soir, avec Pierre, donc qui va être là, qui va la regarder avec nous, avec Francesca, avec vous tous, avec vous, au moins que vous voyez cette séquence qui a été coupée. On a choisi de ne pas la couper au montage, on a choisi de vous la diffuser dans l'intégralité. Après, Pierre s'expliquera là-dessus, reviendra là-dessus. Regardez donc cette séquence qui dure 3 minutes. La séquence est très forte. Est-ce que tu te souviens, notamment, on s'était embrouillé, toi et moi, il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans, parce que tu avais soulevé ma jupe devant tout le monde, tu te souviens? Tu te souviens? Pas du tout. Tu te souviens pas? Pas du tout. Ah bah tu vois, moi je m'en souviens. Ouais. Donc tu avais soulevé ma jupe et je l'avais mal pris, je t'avais même, je crois, frappé ou je sais pas quoi. Tu te souviens pas de ça? Non, pas du tout. Bah, ça, par exemple, est-ce que tu le referais aujourd'hui? Oh oui. Soulever la jupe de quelqu'un comme ça? Oh oui. Même en sachant que ça peut être humiliant. Ça t'a humilié? Oui. Ah bon. Ah, j'en suis désolé, mais... Ouais, mais...
Mais il faut aussi prendre les gens comme ils sont, quoi, tu vois. Il faut aussi prendre les gens comme ils sont. J'ai été embauché parce que je suis un personnage. Je ne joue pas un personnage, j'ai été embauché pour ça. Alors, je t'ai peut-être soulevé ta jupe, j'avoue que je m'en souviens absolument pas. Mais est-ce que j'ai été incorrect avec toi une fois? Bah là, oui. Non, mais indépendamment de ça. Non, mais on parle de ça. C'est tout ce système-là qui fait que, justement, une normalité... C'est sûr que si t'étais un mec, j'aurais pas soulevé ta jupe. Ça, c'est évident. Ça, c'est mon côté un peu rebelle. Mais quand moi, si je peux plus chambrer une meuf, parce que c'est une meuf, c'est insupportable. À en croire Hanouna, l'extrait censuré, c'était juste cet incident de la jupe. Mais le surlendemain, Les Jours mettent en ligne d'autres extraits, également censurés. Souvenez-vous, le baiser forcé subi par Isabelle Moreau. Ça aussi, la direction de Canal l'avait fait disparaître. Est-ce que tu te souviens de cette vidéo ? Oui, quand même, je suis pas gâteux. Est-ce que c'est quelque chose que tu referais aujourd'hui, par exemple, bien ça sûr. Embrasser quelqu'un comme ça ? Enfin, moi, j'ai vraiment le souvenir que je vais pour l'embrasser, en pensant qu'elle va se détourner. Elle se détourne pas du tout. Et d'ailleurs, tu revois, elle met sa main autour de moi. Je veux dire qu'elle a totalement assumé ça, Isabelle. Il n'y a aucun moment où tu te dis, je la gêne, peut-être ? Bah écoute, je sais pas, mais tu lui as demandé ? Oui, je vais demander, je vais te montrer alors sa réaction. Bah, je vais te montrer. Ah bah. C'est dur à revoir en fait. C'est vrai ? Ouais, c'est dur. C'est dur parce que c'est un... Je sais pas pourquoi ça m'émeut. Moi aussi, ça... C'est bizarre. Parce que il est là le cadeau empoisonné. C'est-à-dire que j'attends un bouquet de fleurs et j'ai ce baiser. Et en fait, je crois que l'image, elle est bonne pour personne. Et je trouve que c'est dommage parce qu'avec Pierre, que je connais quand même depuis le début de l'équipe TV, et on a noué des rapports. On connaît Pierre, ses excès, sa façon de parler, des femmes, des machins. Pour moi, c'était un plus grand que moi. Mais on s'est toujours marré. On était sur le ton de la camaraderie et même ses excès, sa façon de me taquiner, etc. Voilà, ça faisait partie de notre histoire. Et pour moi, il y avait une histoire d'amitié. Et je trouve que cette scène, je la trouve moche, en fait. Et elle n'aurait pas lieu aujourd'hui, je crois. Parce qu'il ne le ferait pas. Et j'espère qu'il le regrette. Parce que quelle crédibilité accorder à une femme qu'on peut embrasser comme ça, selon son bon vouloir. C'est pas un smack qui va te salir non plus, tu vois, faut se calmer aussi, quoi. Mais tout ça, c'est ce que je ne supporte plus dans le truc d'aujourd'hui, quoi. Si tu peux pas faire un bisou sur la bouche à une copine, au secours, quoi. Je comprends pas que tu juges un truc d'il y a 10 ans à l'aune de ce que te dit que la société d'aujourd'hui. Je trouve ça malhonnête. Et du coup, est-ce que tu regrettes quand tu vois sa réaction ? Non ? Je regrette sa réaction, ouais, profondément. Ouais. Je suis même assez choqué. Mais tu regrettes pas de l'avoir fait ? Non. Mais parce que je l'ai pas vraiment fait. Réaction d'une association qui combat les violences sexuelles dans le monde de la culture. Cette séquence, elle ne devrait pas exister. Elle illustre parfaitement ce qu'on appelle la culture du viol, c'est-à-dire la minimisation des actes d'agression sexuelle. Parce que ce à quoi nous venons d'assister, c'est une agression sexuelle, quoi qu'en pense Pierre Ménès, quoi qu'en pensent les gens qui étaient dans le public, quoi qu'en pensent les gens qui ont regardé cette émission ce jour-là. Quand Portolano avait elle-même été humiliée par Ménès, la hiérarchie de Canal lui avait déconseillé de porter plainte. Aujourd'hui, elle refuse toute interview, mais elle accepte de nous parler par téléphone sans savoir que nous l'enregistrons. Le lendemain, j'ai dit à ma chaîne que je voulais porter plainte pour agression sexuelle. Tous les gens m'ont dissuadé de le faire en me disant « mais non, ça va porter préjudice à l'émission, donc ça va te porter préjudice à toi aussi ». Mais moi, j'étais vraiment très, très en colère. Et ensuite, quand j'ai appris qu'il n'allait pas revenir puisqu'il était malade, je me suis dit, bon, somme toute, il m'a sauvé ma jupe, mais je m'en fous. Là, il est en train de lutter contre la maladie et pour sa vie, donc je ne vais pas enfoncer le clou. Donc moi, j'ai laissé cette affaire de côté pendant des années, jusqu'à ce que je fasse mon documentaire. Et même avec son documentaire, donc, Portolano sera à nouveau réduite au silence.
Quand la censure de son doc est révélée par les jours à Canal, des élus du personnel exigent un comité d'entreprise exceptionnel pour crever l'abcès. Pour Thierry Schellmann, patron du service des sports, le documentaire de Portolano était hors sujet. La direction a fait confiance à une équipe pour fabriquer un documentaire qu'elle a validé en amont. Elle s'est mise d'accord avec l'équipe, lui a fait une confiance aveugle, malheureusement, et s'est retrouvée avec un montage quasiment final qui ne correspondait dans rien à ce qui avait été validé. En clair, Portolano aurait trompé sa hiérarchie. Une élue du personnel conteste. Elle lit le projet que la journaliste avait fait valider par la direction. J'irai à la rencontre des femmes journalistes de sport pour leur demander leur avis, leurs solutions pour résoudre les problèmes qui subsistent. J'irai également rencontrer quelques détracteurs, des personnalités du sport ouvertement misogynes, leur poser les questions qui dérangent. Au bout de quelques minutes d'engueulade, Franck Cadoret, directeur général adjoint en charge de Canal+, intervient. J'en ai par-dessus la tête que quoi qu'il se passe, cela sorte dans les jours. Déformé de surcroît, car cela porte atteinte à Canal+. Ce que je ne supporte pas. Je n'ai plus confiance en certaines personnes du service des sports. Il est compliqué de travailler dans ces conditions. Les choses n'en resteront pas là. Pour finir, Cadoret annonce qu'il prendra ses responsabilités vis-à-vis de quiconque se comporte mal, y compris pour mettre un terme à ce mode de fonctionnement qu'il juge invraisemblable. Une syndicaliste lui demande alors s'il envisage de faire régner la terreur. Gérald Brice-Viret, directeur général de l'antenne et des programmes, tente alors de calmer le jeu. Pierre Ménez a été suspendu de l'antenne dès le mardi et n'y reviendra pas jusqu'à nouvel ordre. À la fin de la réunion, le secrétaire du CE lit une résolution. En censurant sous couvert de décision éditoriale les passages du documentaire qui révélaient l'existence de tels agissements au sein du groupe pour en protéger l'auteur, la direction s'en est d'une certaine manière rendue complice. Le 12 juillet 2021, une enquête interne enfin diligentée par Canal+, montre qu'au-delà de Marie Portolano, une demi-douzaine de salariés confirment que Pierre Ménès a tendance à multiplier les propos sexistes. Il quitte alors Canal+ dans le cadre d'un départ négocié. En plus de son indemnité légale, il obtient 162 000 € en réparation de son préjudice moral. À l'automne 2021, alors que la justice vient de l'auditionner, Ménès va jouer les victimes chez son ami Hanouna. Pierre, merci d'être là. 8 mois, t'es plus à l'antenne. C'est toi aussi qui as pris la décision aussi. Hein, c'est toi, je sais, qui avait dit que tu le sentais plus aussi. Tu te sentais plus de faire d'antenne. D'un commun accord. Voilà, c'est ça. On en était arrivé à un tel déferlement de haine sur les réseaux que... C'est des réseaux qui ont fait que t'as pas repris l'antenne. Ah oui, vraiment, ouais. Donc, c'est pas moi qui ai décidé. Hein. Je pense que Canal était tout à fait d'accord avec cette décision. Mais ouais, c'était pas confortable, quoi. Ni pour la chaîne, ni pour toi, c'est ça? Voilà. Et moi, j'ai jamais voulu faire nuire à Canal qui a été exceptionnel avec moi pendant 11 ans et qui s'est même très très bien comporté là, dans la fin de notre aventure. Donc je voulais pas mettre la chaîne en difficulté non plus. Ça s'est bien passé d'ailleurs ton départ de Canal+, je sais. T'étais triste quand même parce que Ah oui, ouais, bien sûr. Je suis toujours triste. Hein, Ça te manque? Oui. Fin 2021, Ménès crée sa chaîne YouTube avec comme premier invité un polémiste d'extrême droite, favori de Vincent Bolloré pour la présidentielle. Éric, merci d'être mon premier invité politique. Merci à vous. Pierrot le foot. Avant de vous poser votre première question, j'ai une faveur à vous demander. Comme je lance cette plateforme, j'aurais besoin d'un petit scoop. Vous voulez pas m'annoncer votre candidature là? Là, vous attaquez trop fort là. J'attaque trop fort. Merde, j'aurais essayé quand même. En mars 2024, pour avoir simplement fait allusion dans un livre à un droit de cuissage à Canal+, et raconter l'incident de la jupe sans même citer Pierre Ménès, Marie Portolano va se prendre une plainte en diffamation de son ancien collègue. J'ai décidé finalement, de guerre lasse, je dirais, de porter plainte contre Marie Portolano dans ce qu'on peut aujourd'hui appeler l'affaire de la jupe. 2 ans et demi après, on est toujours en train d'essayer de voir si je vais être poursuivi ou pas dans cette histoire. Il est évident que
c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de ma tête et qui m'empêche forcément de retrouver un travail. Les arguments de Pierre Ménès, ce sont les arguments de Nicolas Hulot, ce sont les arguments de Gérard Depardieu, ce sont les arguments de Patrick Poivre d'Arvor. On les connaît, tous ces hommes-là à l'association, on les connaît dans nos combats, et ils ont exactement la même ligne de défense. Et dans cette ligne de défense, il y a notamment les procédures bâillons, c'est-à-dire porter plainte pour dénonciation calomnieuse ou pour diffamation contre les plaignantes. Et de fait, depuis la plainte de Ménès, Marie Portolano n'ose plus parler. C'est-à-dire que là, moi, je suis convoquée devant le juge et qu'il va y avoir, je sais pas, un procès, j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe en diffamation, mais là, du coup, comme il porte plainte contre moi, je peux absolument pas m'exprimer. Et pourtant, c'est un problème global que Portolano voulait dénoncer, pas spécialement son ex-collègue. Moi, ce que je voulais faire avec le documentaire, c'était montrer qu'il y avait un système qui permettait aux hommes comme Pierre de se comporter comme ça. Un système, le système médiatique ? Le système patriarcal, quoi. Le fait que, à la télé, les femmes, on est là pour faire joli et que concrètement, on n'y connaît rien et que les hommes ont le droit de dire que les femmes n'y connaissent rien. Lui, il a toujours été encouragé en ce sens. Et donc, c'est ça que je dis dans le livre. Je raconte qu'en fait, il a été l'arbre qui cache la forêt et que tout le système a été bien content de se cacher derrière lui en disant, oui, voilà, Pierre Ménès, il s'est fait virer, regardez, moi, je suis pas comme lui. Alors que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc en plus, c'est ça qui me rend folle. C'est que je me dis, il porte plainte pour diffamation, mais en fait, il n'a pas lu le livre. Parce que dans le livre, je ne fais que l'excuser. Je fais que dire qu'il a un peu pris pour tout le monde et que c'est pas juste. Pour notre avocate, la direction de Canal+ a trop longtemps fermé les yeux sur le comportement de Pierre Ménès. Ça, c'est vraiment une règle, on va dire une règle universelle. Il n'y a de passage à l'acte que dans un environnement complaisant. C'est-à-dire que même, par exemple, dans une entreprise où il y a des violences sexistes et sexuelles, c'est que clairement, la hiérarchie est d'accord. C'est pas possible autrement, parce que le viol, les agressions, ce sont pas des pulsions irrépressibles. Hein. Ce sont des choses qui sont préméditées. De toute façon, là, c'est clair. Hein. Je veux dire, tout ça a été pensé en amont pour précisément piéger les femmes, en fait. Hein. Neuf ans après l'affaire de la jupe, Marie Portolano a été convoquée par la justice uniquement concernant la plainte de Ménès pour diffamation. Elle n'aura jamais été entendue par la direction de Canal, qui a retiré son film du replay de la chaîne. Quant à Hanouna, après avoir utilisé TPMP pour dédouaner Pierre Ménès, il va se servir de son émission pour protéger des amis accusés de viol. Sébastien Coé a commencé sa carrière à la radio dans les années 90. Fun Radio Europe 2, c'est sur Énergie que son émission Secoué va connaître des records d'audience, quitte à multiplier les rires gras. Quand t'as là, c'est ragnagna, tu y vas? Moi j'ai la chance d'être quelqu'un qui en a très peu. Oui, voilà, il y a ça aussi. C'est parce qu'elle est pas majeure, ça viendra après. Mais non, mais voilà. Elle est en pleine puberté, mais tu vois, dans un an ou deux, tu vas en chier. Moi, c'est un truc que je ne peux pas. En 2006, sur une chaîne créée par TF1 et M6, Coé va s'amuser à faire agresser une de ses chroniqueuses, Cécile de Ménibus, par un invité un peu particulier, le roi du porno, Rocco Siffredi. C'était pour toi, c'est un cadeau. C'est un cadeau de bienvenue. Je vais te farcir la boîte à bain. Un peu comme Soraya Rifi, Cécile de Ménibus va avoir du mal à se défendre. C'est incroyable, t'as les yeux qui pleurent, il ne t'a rien fait. Mais plus jamais ce string, hein. De toute façon, c'est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? C'est parfait. Quand vous êtes pris par surprise, en fait, ce qui est vraiment le cas dans cette scène avec Cécile de Ménibus, les réactions des victimes sont paradoxales de l'extérieur. C'est-à-dire qu'elles vont se figer, elles ne vont pas être en capacité de dire non, justement, précisément parce que vous êtes surpris, en fait. Parfois même, elles vont collaborer, bien sûr, parce que le cerveau n'est pas capable d'analyser, en fait, l'information tellement, en réalité, la personne est submergée par le stress. Clairement, là, on est vraiment au cœur de la culture du viol et dans la négation, en fait, de ce qu'on est censé connaître, justement, de ce que c'est une agression. 11 ans plus tard, Cécile de Ménibus reviendra sur l'agression chez Thierry Ardisson.
Vous dites ce mec est une sous-merde en parlant de Rocco Siffredi. Ouais, parce que là, on est dans le cadre d'une émission, que c'est compliqué, que voilà, c'est difficile d'avoir une posture dans une émission de divertissement. J'aurais aimé lui mettre une claque à l'époque, mais j'ai pas osé pour plein de raisons. Qu'est-ce qui s'est passé dans les loges après? Dans les loges, il m'a attrapé, il m'a soulevé de terre, il m'a enfoncé sa langue dans la gorge, et il fait 1m90 et je peux rien faire. Voilà. Mais pour Hanouna, Siffredi, c'est d'abord un ami, à qui il déroulait encore récemment le tapis rouge. Oh mon Rocco, quel bonheur. Ça va mon Rocco? Merci d'être là. Rocco Siffredi. Rocco Siffredi en vrai, putain. Ah ouais, c'est bon, Rocco Siffredi en vrai. Incroyable. Déjà, merci d'être là, Rocco. Et Rocco, c'est vrai que c'est quand même un garçon qui a une carrière exceptionnelle. On va pas se mentir. Non, mais c'est vrai. C'est une star mondiale. C'est un truc de fou. Businessman. C'est vrai que Rocco, c'est un businessman incroyable. C'est un mec, c'est un cerveau. Non, mais c'est vrai. Hein, c'est un malin, ce Rocco. J'ai travaillé très dur. C'est vrai. Non, mais Rocco, il y a une polémique avec une Française, Cécile de Minibus, qui vous reproche une attitude dans la méthode Coé encore hier. En 2006. Voilà, la scène s'apparente presque à une agression sexuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Où c'est que ça paraît l'agression? J'aimerais savoir où c'est que ça paraît l'agression. Pour vous, il ne s'est rien passé? On était sur un plateau comme ça. Il y avait une table, pas comme ça, séparée. On était 4-5 personnes. J'étais dans cette émission plusieurs fois. Donc, je la connaissais, la femme. Coé, c'était un grand fan du porno. Il venait aussi sur des sites porno. Il venait aussi dans les Hôtes d'Or, l'Oscar du porno à Cannes. Donc, c'était très familier dans cette... Non, mais c'est ça que je veux dire. Ah, mais après, c'est... J'embrasse mon ami. Parce que c'est le moment. Je termine. Il y avait pas mal de gens. Pourquoi les gens qui sont là, ils ne sortent pas et disent la fille, elle a été violée par Siffredi sur le plateau, on était là. Aujourd'hui, c'est une scène qui ne pourrait pas se produire en télévision. Voilà. Rocco, c'est quoi vos projets maintenant? Dans cette ambiance hyper sexualisée qu'il adore, Coé va finir par se croire tout permis. 8 ans après l'agression de Minibus, alors qu'il est au fait de sa gloire sur Énergie, il fascine nombre d'auditrices comme Julie. À 14 ans, cette jeune de la région lyonnaise est passionnée de radio. Elle a même installé un petit studio dans sa chambre. En 2014, sa rencontre avec Coé va commencer comme un conte de fées. J'avais gagné un concours pour aller à Disneyland de Paris le rencontrer avec toute son équipe de radio, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à échanger. Sur la vidéo filmée à l'époque par Énergie, on aperçoit brièvement Julie. Elle avait même fait la bise à Coé. Je lui avais parlé de faire une maquette qu'il pourrait écouter. Et c'est à ce moment-là qu'on a échangé nos numéros de téléphone et Snapchat. Dans les mois qui suivent, elle va voir Coé à Énergie, puis lors d'un one-man show à Lyon. Et fin 2014, via Snapchat, Coé lui explique comment le rejoindre dans un hôtel de Genève, le Movenpick. Comme elle est encore mineure et n'a pas le permis de conduire, c'est sa sœur et son mari qui prennent le volant. Quand elle évoque leur présence via Snapchat, Coé semble tiquer. Ah, il reste là alors ? Je voulais lui faire écouter ma maquette radio. Et il m'a fait monter dans sa chambre et c'est là que ça s'est très mal passé. Il avait fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire, qui m'a marqué à vie. En gros, il m'a imposé une fellation. Après, pour que je me taise, il a gardé une sorte d'emprise. Il a continué à envoyer des messages, à rejeter un peu la faute aussi et à banaliser son geste. Et c'est là, à ce moment-là, que tout a été compliqué. Julie tombe alors en dépression. Mais en novembre 2023, quand l'influent compte sur X, Zoé Sagan, incite des jeunes à raconter leur rencontre avec des célébrités, Julie poste une série de tweets sur ce qui s'est passé 7 ans plus tôt, à Genève,
en s'adressant directement à Koé. Veux-tu que je commence par dire les choses ? Rappelle-toi en 2016, où nous t'avons rejoint avec ma sœur, mon beau-frère et moi, parce que tu savais que j'étais mineure et que je ne pouvais pas conduire. Tu m'as fait monter dans ta chambre d'hôtel, mais heureusement, ma sœur m'a appelé au moins 10 fois, au moment où tu m'as demandé de te faire une fellation. Elle n'arrêtait pas d'appeler, et tu m'as clairement dit dommage. Ta maquette radio sera pour un autre jour. J'étais choquée, mais j'ai continué à admirer ton émission. Bah oui, à 14 ans. Le lendemain de ce tweet, Koé l'attaque en justice pour harcèlement. Il est néanmoins suspendu d'antenne par Énergie et Julie porte alors plainte pour viol. Quand Hanouna commence à prendre la parole pour défendre son pote Koé, C8 lui impose d'entendre aussi Julie, qui accepte, mais sans montrer son visage. On va passer à l'invité du soir dans un instant. Et cet invité du soir, c'est Julie, plaignante dans l'affaire de Sébastien Koé. Alors, toutes les femmes qui sont victimes de violences, ou que ce soit sexuelle ou de violence, eh ben, on est avec elles, on est à fond avec elles et on les croit. D'un autre côté, j'ai mon pote qui est Koé, qui est vraiment un pote que j'apprécie énormément, je le dis. Et ton pote aussi, tu as envie de le croire. Voilà, quand j'ai Koé, je raccroche, je me dis, le pauvre Koé, franchement, je me dis, j'ai envie de l'aider, j'espère qu'il va s'en sortir. Et quand j'ai Julie, cet après-midi, je me dis, la pauvre Julie, voilà, je me dis, elle a l'air vraiment très impactée et voilà, elle a l'air vraiment d'être dans un état très compliqué. Gilles, avant de recevoir Julie, j'aimerais qu'on ait une version. Alors Sébastien Koé, il a agi sur le front judiciaire avant la plainte de Julie, puisqu'il a déposé la semaine dernière une plainte pour harcèlement et cyberharcèlement. Pour lui, il n'y a pas eu de viol. Il crie à la machination, au complot, et il estime que c'est une déstabilisation. Voilà. Donc il nie purement et simplement les faits. Julie, merci d'être avec nous ce soir en direct. C'est le premier plateau en direct que vous faites en télévision. T'aimes bien la télé, t'aimes bien la radio, c'est un univers que ça, c'est ma passion, c'était ma passion. Quoi, vraiment, c'est plus ta passion maintenant? Par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est plus ma passion, non. Et Julie, pourquoi 10 ans après, tu t'es dit, je vais témoigner et je vais parler de l'affaire? Tout ça parce que, comme tu le sais, il y a eu un tweet de Joël Sagan. C'est ça, exactement. Qui a demandé à ce qu'on parle de nos rencontres de célébrités, mais pas en termes méchants. Bien sûr. C'était pas en termes méchants. Et moi, je me suis dit, mais cet homme-là, il fait du mal. Et il fait vraiment du mal. On a le droit de donner la parole de Koé, comme on a le droit de donner ma parole. Bien sûr. Et la présomption d'innocence. Et je voudrais dire, il y a beaucoup de gens qui nous disent pourquoi Julie est là ce soir, parce que même par rapport à l'Arcom, sachez-le, on a donné la version de Koé. Et la chaîne m'a dit, il faut absolument avoir Julie. La version de Koé, elle a le droit d'être... relater la version de l'enquête. Exactement. Le lendemain de cette émission, TPMP relaye une rumeur insinuant que Julie aurait agi dans un intérêt pécunier dans le cadre d'une prétendue escroquerie en bande organisée. Sous l'insistance de la production de TPMP, elle accepte de revenir sur le plateau de l'émission, cette fois-ci à visage découvert. Mais à nouveau, elle va se faire manipuler. On a l'impression que quand ils en parlent que c'est vrai que c'est une escroquerie en bande organisée. Il y a quelqu'un derrière vous, Julie, qui a des personnes qui vous influencent et qui essaient d'extorquer des fonds à Koé. Ça, pour vous, c'est vraiment à exclure? C'est complètement faux parce que pour dire, moi, le samedi où j'ai été porter plainte, je l'ai fait. J'étais même pas sûre d'aller porter plainte ce jour-là. C'est que je marchais dans la rue et je me suis retrouvée devant la porte de la gendarmerie et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais que tu le fais. C'est-à-dire que moi, j'y suis allée, j'avais pas d'avocat quand je suis partie porter plainte. J'y suis allée comme ça. Et donc j'ai dû répondre comme ça venait, quoi, parce que j'étais pas préparée. Quand est-ce que tu as été en contact pour la dernière fois avec Sébastien Koé? Cet été. Cet été, on dit, je te dis tout, que tu aurais proposé de le rejoindre. Alors ça, c'est ce que Gilles Verdez avait... C'est ce que l'entourage de Sébastien Koé m'avait rapporté, effectivement. Alors ça, il y a encore les preuves, parce que heureusement que je garde tout. Absolument pas. C'est lui qui m'a dit qu'il mixait dans le 38.
D'accord. Donc c'est vous qui avez proposé de venir ou c'est lui Il n'y avait même pas une intention de se rejoindre. Il m'a dit je mixe dans le 38. Je lui dis ah bon où ça? Et c'est là qu'il m'envoie vers un plan d'eau, vers la vallée du plan d'eau, je sais pas quoi. Non, j'y suis pas allée. Ah d'accord, c'est le dernier contact. Non, je n'y suis pas allée. D'accord. Et là, ce qu'il cherchait, dans les questions, ça faisait plus recherche, justement, recherche d'informations, recherche de buzz, recherche de la phrase qui va faire que... Et c'est à ce moment-là où je me suis sentie un peu piégée, prise au piège. Et la dernière fois que vous l'avez vu? La dernière fois que je l'ai vu, c'était en mars. En mars, pourquoi? 2022. C'était pour quelle occasion? C'était les faits. D'accord. Les faits, les deuxièmes faits que vous relatez. Parce que c'est quoi les deuxièmes faits? Parce que c'est vrai que on avait parlé que des premiers faits la dernière fois. C'est vrai. C'est quoi les deuxièmes faits, Julie? Les deuxièmes faits, c'est la même chose que les premiers, finalement. Et c'est-à-dire, vous voyez où, en fait? Alors, on se rejoint devant les studios d'énergie, parce que j'étais sur Paris pour un séminaire du travail. On se rejoint, en fait, vers Énergie, 22 rue Boileau. Et c'est à ce moment-là qu'il me dit je te ramène à ton hôtel, c'est mal fréquenté. Donc je monte dans sa voiture et finalement je me retrouve chez lui. Ce soir-là, Coé amène Julie dans son parking du 15e arrondissement parisien. Il lui réclame à nouveau une fellation. Quand elle tente de fuir, il lui indique qu'elle ne peut pas sortir du parking faute de badge. Prise au piège, Julie aurait alors obtempéré. Là, vous dites quoi? Vous lui dites non, j'ai envie de rentrer chez moi, ou bien vous dites bon, on va prendre un verre? Comment ça se passe? Non, il ne propose pas de prendre un verre. Je lui dis simplement que je souhaite sortir de la voiture. Il me dit de toute façon, pour remonter, non. Il faut un badge. Et c'est à ce moment-là qu'il se repasse les mêmes faits. Je ne vais pas les expliquer parce que ça me touche encore beaucoup et je me sens encore vachement coupable, donc je ne veux pas trop en parler. Ça, la justice fera sa lumière aussi. Pourquoi vous vous sentez coupable, Julie? Parce que j'y suis retournée. C'est ça, coupable d'être revenu le voir? D'être revenu, d'avoir gardé ce contact, parce qu'on a gardé malgré tout contact. Malgré tout... Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ça s'appelle l'emprise, c'est ça l'emprise. Par sa sincérité, Julie a marqué des points. Sur BFM, le clan Coé va alors lancer une contre-offensive médiatique. Merci pour cette invitation. J'ai longtemps hésité, mais j'avais besoin de parler à des gens. J'avais besoin de remercier les milliers de gens qui me soutiennent, vous savez, ces fans que l'on appelle dans notre métier. Je ne savais pas que depuis 40 ans que je fais de la radio, que j'étais important pour eux. Julie Olivier, 25 ans aujourd'hui, elle porte plainte pour 2 viols. Ce sont des accusations très graves. Je rappelle évidemment que vous êtes présumé innocent. Est-ce que vous reconnaissez le récit qui est fait par Julie Olivier ou est-ce que vous contestez les faits? Monsieur Duhamel, tout est faux, tout est mensonger. Le lendemain, c'est Hanouna qui entre en scène pour dérouler le tapis rouge à l'épouse de Coé. Merci Nathalie d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors on est en direct. Je sais que vous n'êtes pas, c'est pas votre métier, vous, hein, pas dans la. Le direct, non. Non, mais voilà, mais je sais, ouais. Donc c'est le direct. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'être là. Comment vous allez déjà, vous? Comment je vais? On fait aller, on va dire. C'est pas évident. Il vous dit quoi au quotidien? Il me dit quoi au quotidien? Qu'il est détruit, qu'on a touché à son honneur, qu'il se lève le matin, il pleure, il se couche le soir, il pleure, il est angoissé. Et... Voilà, on a détruit un homme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 3 jours plus tard, sur son plateau, Hanouna va transformer les viols allégués par Julie en une prétendue tentative d'extorsion de fonds de son copain Coé. Notre invité, c'est un invité exclusif. Stop les chéris, merci. C'est Ludovic, témoin clé dans l'affaire de la tentative d'extorsion de fonds de Sébastien Coé. Ludovic a été proche de Julie. Témoin à charge contre Julie, un soi-disant ex à visage masqué. Je ne suis pas à la place de Sébastien Coé. D'ailleurs, je ne lui ai même pas parlé une seule fois. Je pense qu'il est très prudent. Je suis rentré en contact qu'avec des personnes autour qui
qui sont de confiance, je pense, d'ailleurs, que je ne connais pas. Mais non, lui, je sais de toute manière pertinemment qu'il est, pour le cas de Julie, du moins, qu'il est innocent. Donc, il a porté plainte avant. Moi, je lui ai amené les éléments. Pardonnez-moi, ce que Julie a écrit, je n'ai jamais été violée, j'invente tout ça. Ça, je ne peux pas y répondre. Ok. Mais est-ce qu'il est disculpé Pour moi, oui. Pour vous, oui. Pour moi, oui. D'accord. Voilà. Mais je ne veux pas rentrer plus sur le sujet. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci de votre témoignage. Et ce témoignage va être, de toute façon, toutes les preuves apparemment ont été fournies à la police. Donc, on verra tout ça. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Tout de suite, il n'y a que la vérité qui compte. Salut. Accusé injustement, Coé ? Après la plainte de Julie, au moins 4 autres jeunes femmes ont porté plainte pour viol ou harcèlement de la part du célèbre animateur. Comme Mathilde, une jeune Bretonne. Un matin de 97, à 18 ans, elle se rend dans les studios parisiens de Skyrock pour assister à l'émission de Coé. Souvent après la matinale, tout le monde restait un peu à papoter en dehors du studio, à faire des blagues, à rigoler. Et puis je dis, je me sauve, il faut que j'aille bosser. Et ils savaient donc tous que je travaillais sur les Champs-Élysées, puisqu'on en avait déjà parlé. Et là, Coé me dit, écoute, moi je vais dans ce coin-là, est-ce que tu veux que je te dépose en voiture ? Il ouvre sa voiture, on monte, tout à fait naturellement. Je me tourne pour prendre ma ceinture et en me retournant pour m'attacher, là je me rends compte que qu'il a dézippé son pantalon et qu'il a sorti son sexe. Je reste mais absolument sans voix à me dire mais c'est quoi, c'est une blague, c'est quoi ce truc, puis à me demander mais c'est vraiment le sien ou c'est une blague potache, un truc un peu débile, jusqu'à ce qu'ils me disent allez, tu veux pas la caresser, allez, un petit bisou. Et là j'ai été paralysée, je me sentais très mal à l'aise, il se rapprochait de moi, je commençais à avoir peur, j'ai dit non. Et donc voilà, j'ai eu la chance qu'il n'y ait pas plus à raconter. En 2023, Mathilde porte plainte contre Coé pour agression sexuelle. Mais les faits étant anciens, la justice considère qu'ils sont prescrits. Quand elle a vu Julie se faire laminer dans TPMP, elle a ressenti de la colère. Ça résume un peu TPMP. On dit à une victime, viens, on t'offre la possibilité de témoigner, on te soutient, et puis derrière, on fait venir quelqu'un d'autre pour te faire traiter de menteuse, pour après te refaire revenir, pour que tu te redéfendes. Et puis à chaque fois, on fait du buzz, et c'est dégueulasse, c'est à vomir. Mais je pense que TPMP, effectivement, ils l'ont encore plus fragilisée qu'elle ne l'était déjà. C'est du spectacle, c'est du cirque. Il n'en a rien à faire, au fond. Il se sent le roi, et c'est Bolloré qui lui confère ce pouvoir, parce qu'il fait de l'audience, et donc l'audience, c'est de l'argent. Et donc l'argent, c'est le pouvoir. La haine fait vendre. La misogynie fait vendre. On est dans une société où c'est toléré. Et je pense que le marché de la haine des femmes, il est supérieur à n'importe quelle autre forme de marché, supérieur à la vente d'armes. La haine des femmes, c'est large comme marché. Il y a la pornographie, qu'on sait déjà que c'est l'un des marchés qui génère des milliards de dollars annuellement, donc supérieur à tous les commerces illégaux quasiment mis bout à bout. Enfin, je veux dire, c'est déjà un marché. La haine des femmes, c'est aussi le système prostitueur au sens plus large. Ça va être la publicité, l'industrie de la mode, qui cultive la haine des femmes pour elles-mêmes, même là pour le coup, avec tous ces trucs sur les régimes et autres. La haine des femmes est au cœur du capitalisme. Je dirais même que le capitalisme et la haine des femmes fonctionnent de pair. Notre avocate exagère-t-elle ? En 2024, surfant sur le succès de ses émissions trash, Hanouna proposait carrément à ses fans d'investir sur sa personne, comme s'il était une entreprise dont on pourrait acheter des actions. Mes chéris, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Eh oui, en 2024, je rentre en bourse. C'est fait, c'est sûr et certain, grâce à Royalties. Alors Royalties, c'est une société pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur qui permet non pas d'investir sur des entreprises, mais d'investir sur des talents. Donc vous allez pouvoir investir sur moi. Ce sera dès le 29 mars à 18h. Là, je rentrerai en cotation. Vous allez pouvoir investir sur ma personne. Et je peux vous dire, j'en suis sûr et certain, Royalties, c'est la nouvelle licorne. C'est une société qui va cartonner. Si vous avez envie de miser sur moi,
allez-y, hein, moi je l'aurais fait. Maintenant, si vous voulez miser sur d'autres talents, c'est votre problème. Voilà. Mais ça peut marcher aussi. Je vous fais des gros bisous. Le clan Bolloré développerait-il son business sur la haine des femmes ? En 2022, en tout cas, il soutenait pour la présidentielle Éric Zemmour, un candidat d'extrême droite qui s'était réjoui dans un livre que les hommes se comportent comme des prédateurs sexuels. Il faut qu'il soit un prédateur sexuel civilisé. Si vous voulez, il y a une attente de virilité, il y a une attente de violence. Mais l'être humain est très primaire, nous avons un cerveau archaïque, nous avons un cerveau reptilien. Il faut en tenir compte. À vouloir le nier, nous créons des générations d'impuissants, d'homosexuels et de divorces. Ces dernières années, Mediapart a retrouvé une dizaine de femmes avec lesquelles Zemmour aurait mis en pratique son étrange conception des rapports hommes-femmes. Il me prend avec ses mains, il me bloque contre la paroi de l'ascenseur et il m'embrasse de force sur la bouche. Il me dit « vous allez me remercier autrement » et en fait là il m'embrasse et il me fourre sa langue dans ma bouche. Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là et il s'est servi. Comme je vous dis, ça m'a jamais empêché de dormir, mais j'y ai pensé, ça fait 20 ans. Et j'y ai pensé tout le temps. Je me rappelle comment j'étais habillée ce jour-là. C'est un candidat à la présidentielle et moi j'estime qu'il est indigne de cette fonction. On voit bien que pour lui, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres, ce sont des sous-hommes, ce sont des objets. Enfin, pour moi, le match, il est plié. Il y a Éric Zemmour et il y a une hôtesse d'accueil. Il n'y a pas de match, en fait. Maintenant que des femmes ont parlé, que ce soit comme si ça n'avait jamais existé, ça, je l'accepte pas. Publiée dès 2021, l'enquête de Mediapart n'empêchera pas le candidat favori du groupe Bolloré de se présenter à la présidentielle de 2022. Si à chaque fois qu'il mettait un pied sur un plateau télévision dans le cadre de sa campagne, on lui disait alors il y a 8 femmes qui vous accusent de violences sexuelles ou d'agressions sexuelles, qu'est-ce que vous répondez, monsieur Zemmour? Mais quand même, est-ce qu'aujourd'hui on peut en 2022 dire que la femme n'est pas l'égale de l'homme, ressortir ses déclarations, etc. Peut-être que cette enquête elle aurait fait davantage de chemin, elle aurait eu davantage d'impact. Mediapart a fait aussi des enquêtes. Cette femme avait parlé. Quelle réponse vous avez à ces accusations qui ont été formulées? Je n'ai pas à répondre. Pourquoi? Parce que c'est la vie privée, je ne parle pas de ma vie privée. Non, des accusations de violences sexuelles et sexistes, c'est pas la vie privée. Là, on est dans des faits d'intérêt public. La vie privée, c'est sa relation avec sa compagne. Là, on était vraiment dans toute autre chose et c'était normal que la question lui soit posée. Elle lui a été posée un petit peu, mais pas tant que ça, et ça n'a pas été un sujet durant la campagne. En réalité, lui, il parle surtout à son électorat. Et son électorat, il est tout à fait content que lui réponde que c'est sa vie privée et qu'il n'a même pas besoin de démentir ce qu'on avance. Je pense même qu'il doit se dire que ça conforte son électorat, parce qu'une partie de la base de son électorat est profondément masculiniste, profondément anti-MeToo et ne veut pas entendre parler de ces témoignages. C'est un non-sujet. Le système Bolloré, lui, surfe sur l'idéologie d'Éric Zemmour qui prône un recul des droits des femmes. Un backlash, en anglais. Illustration avec l'affaire Depardieu. C'est à quelle heure il part, l'avion, tu dis ? Midi ? Fin 2023, Complément d'enquête diffuse des images dévastatrices pour le célèbre acteur français. Bien que visé par une plainte pour viol et agression sexuelle, Depardieu a accepté d'être filmé par son ami Yann Moix lors d'un voyage en Corée du Nord. C'est des Coréens ou des... Lors du tournage du documentaire, qui devait à l'origine sortir en salle, Depardieu va multiplier les propos sexistes. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle, et là, ça... Ah merde, vous, c'est normal, c'est des grosses salopes, ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte, là. Depardieu s'adresse ensuite à sa guide nord-coréenne. Qu'est-ce que tu regardes ça? Les chevaux. Pourquoi tu montes pas à cheval? Ça fait du bien, tu sais. Généralement, les femmes qui font du cheval aiment beaucoup autre chose. Il y a une vie dedans. Là-bas, oui, je sais, j'ai vu, c'est comme ma bite, bien sûr. J'ai une poutre dans le caleçon. Mais j'aimerais être un cheval. Suite à la diffusion de ces extraits dévastateurs sur France 2, des employés de Bolloré lancent une campagne pro-Depardieu. Cette émission Complément d'enquête, est-ce qu'il y a montage
ou pas? Alors, il y a un montage quoi qu'il arrive. De fait, la séquence est montée. Non, mais est-ce qu'il dit ça sur cette séquence-là? C'est la question qui se pose. Quitte à multiplier les écrans de fumée pour protéger l'icône du cinéma français et donc du groupe Canal. Il y a un doute, est-ce qu'il parle vraiment de cette petite fille? Certains ont annoncé un trafic des images. Et bien aujourd'hui, il semblerait que cette hypothèse soit privilégiée. Dans TPMP, Jérémy Assou, l'avocat de Yann Moix puis de Depardieu, va venir 4 fois en 1 an pour tenter de discréditer la séquence de la petite fille à cheval, comme si elle avait été trafiquée. Exceptionnel. Il faut reconnaître qu'au niveau de com, France Télévisions ont été assez bons et compléments d'enquête. Si, puisque tout le monde est tombé dans le panneau. Si vous voulez vraiment gagner, c'est comme au judo, vous vous servez de la force de l'adversaire et donc des pièces de l'adversaire. Là, je me sers et je ne m'appuie que sur les pièces de France Télévisions. Et on a trompé des millions de personnes. On a sali l'un des plus grands acteurs français de l'histoire du cinéma. Et il y a d'autres choses aussi. Non, mais attention, les autres choses bénéficient de la présomption d'innocence. Ne présentez pas non plus votre client comme une oie blanche. Il a quand même d'autres affaires pénales. Mais les autres affaires, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Bien sûr. Alors que si on démontre que c'est faux, là on revient et on retrouve un climat serein et normal. Et on va pouvoir montrer que Complément d'enquête n'a eu de cesse de vouloir détruire Gérard Depardieu par des moyens totalement illégaux et faux. Merci, Maître Jérémy Assou, d'être avec nous. C'est vrai que c'est un feuilleton, cette affaire, et c'est vrai que ça passionne nos téléspectateurs et les Français, parce que c'est une des plus grandes stars du cinéma français, si ce n'est la plus grande star qui est visée, Gérard Depardieu. Dans leur opération de propagande, Hanouna et Jérémy Assou oublient un peu vite d'autres extraits du Complément d'enquête où Depardieu s'était lâché devant sa jeune guide coréenne. Tu vas te prendre une belle douche, tu vas penser à moi, sa petite chatte. Elle a une petite robe bien ouverte, là, je vois des jetons. Presque la petite... C'est joli ta petite chaussure, là. Merci, mais personnellement, je n'aime pas beaucoup. En général, je n'aime pas être remarquée. J'aime bien... Ouais, tu sais, de toute façon, plus tu n'aimes pas être remarqué, plus on te remarque. Ah. Moi qui suis un grand chasseur, je vais toujours voir ce qui ne veut pas se faire voir, se montrer. Là, vas-y, prends la photo pendant que je touche le cul. Sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. Harceleur sexuel Depardieu ? Dans une interview accordée à un journaliste américain en 1978 et republiée en 1991, le célèbre acteur français originaire de Châteauroux assumait carrément d'être impliqué dans des viols collectifs dans sa jeunesse. J'ai participé à des viols trop nombreux pour être comptés. Cela faisait partie de mon enfance. Suite à la republication de cette interview, Depardieu ratera plusieurs Oscars à Hollywood. Le 15 décembre 2023, Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, va s'interroger sur le maintien de la Légion d'honneur du célèbre acteur français. Ce sera à eux de décider. Une Légion d'honneur, ça distingue un homme, un artiste et une attitude, des valeurs, c'est tout ça à la fois une Légion d'honneur. Donc il se trouve que j'ai échangé avec le grand chancelier de la Légion d'honneur, ça relève de lui, le général Lecointre, et il y a un conseil de l'ordre de la Légion d'honneur qui va se réunir et qui va engager une procédure disciplinaire pour décider si cette Légion d'honneur doit être suspendue ou pas, retirée complètement ou pas. Ça sera à eux de décider. Évidemment, Gérard Depardieu pourra apporter des éléments en contradictoire. C'est une procédure qui va être enclenchée. Ça relève d'eux, mais je comprends qu'elle puisse être faite. Je pense que c'est important d'ouvrir cette question, en tout cas. Mais qu'est-ce que vous répondez ? En réaction à cette sortie de la ministre de la Culture, Emmanuel Macron va prendre le parti du clan Bolloré et de Depardieu. Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art, complet. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages, dans le monde entier. Et je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier la France.
Emmanuel Macron a une fascination, visiblement, pour les mises en cause, puisqu'il est venu nous dire à nous, les féministes, qu'il a regardé Gérald Darmanin les yeux dans les yeux, qu'il a regardé Nicolas Hulot les yeux dans les yeux, qu'il a eu Gérard Depardieu au téléphone et qu'il les croit, il les soutient. Et voilà, président qui aujourd'hui nous a retiré le ministère d'égalité femmes-hommes, soit dit en passant. On savait qu'il y aurait un backlash, c'est des mouvements de balancier, voilà, ça fait comme ça. Bon, actuellement, voilà, et à un moment, ça va trouver un juste milieu. Et ce backlash est particulièrement très très fort en France, parce que nous, on doit être un pays particulier. Un backlash qui incite des féministes à passer à l'action. Au printemps 2025, un collectif anti-Bolloré rejoint par les Soulèvements de la Terre organisait un rassemblement festif près de Concarneau. Ce jour-là, ils vont tenter d'accoster sur une île bretonne de Bolloré. Mortez des terres contre la bolosphère. Exactement. Ah oui, on est... Non, c'est trop un beau jour. Moi, je vois que du soleil, du coup. Le soleil des gens et tout. Non, c'est trop chouette. Avec cette loterie en mixité choisie, aujourd'hui, vraiment, ça me remplit aussi beaucoup de joie. Enfin, c'est une action, je pense, qui fait du bien aussi. Et là, de voir qu'on est déterminé donc, à aller vers cette île privée de Bolloré, d'une manière très symbolique, tout ensemble, oui. Voilà, je trouvais ça super, donc je suis contente qu'on navigue toutes et tous ensemble. Cernée par la gendarmerie maritime, la flottille féministe se repliera finalement sur une plage des environs. À la rentrée 2025, comme sourd aux critiques, le groupe Bolloré accueillait Coé sur Europe 2, malgré sa mise en examen pour viol et agression sexuelle. Qu'est-ce que vous m'avez manqué? Qu'est-ce que vous m'avez manqué? Quant à Cyril Hanouna, après avoir fait perdre sa fréquence à C8, c'est désormais dans le groupe M6 qu'il met en scène chaque jour sa vieille tambouille vulgaire faite de fake news et d'humiliation des femmes. À la fin de notre enquête, nous contactons le célèbre animateur. Bonjour Cyril, je viens vers vous car je réalise un film documentaire pour le média Off Investigation sur les traitements des violences sexistes et sexuelles à la télévision à travers des émissions reconnues comme TPMP. Serait-il possible de vous interviewer? Je vous remercie par avance de votre réponse. Bien à vous, Clarisse Feltin. Hanouna nous a répondu dans la foulée par un texto, tout en finesse. Bonjour madame, pour tout vous dire, j'ai autre chose à foutre que de vous parler. Cordialement, Cyril. Ah désolé Cyril. Je pensais que pour une fois, vous auriez pu essayer de respecter une femme. Cordialement, Clarisse. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez pu le voir, c'est grâce à des dons effectués par des milliers de citoyennes et de citoyens comme vous. Off Investigation, c'est des enquêtes que les chaînes de télé n'osent plus produire. Notre liberté éditoriale est totale parce que contrairement aux médias mainstream, on est financé principalement par vous. Résultat, on peut révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.